Claude Mailly, bienvenue. Merci. L'actualité de la nuit, c'est l'accord électoral signé tard hier soir entre la France Insoumise et les écologistes. Les négociations reprennent ce matin entre le PS et la France Insoumise. Est-ce une bonne chose pour les travailleurs de ce pays que de voir l'union de la gauche sur ces rails-là ? J'hésite à répondre. Je vous sens sceptique, oui. Oui, je suis sceptique parce que je ne sais... Que la gauche s'unisse pour essayer de gagner des élections, on peut le comprendre. Maintenant, il y a des différences et des divergences notables sur les conceptions entre ce que défend la France Insoumise, par exemple, sur les questions européennes, voire sur les questions économiques d'une manière générale. Ce que peut défendre par ailleurs le Parti socialiste, c'est pas évident. Donc c'est parfois on a un peu le sentiment du mariage de la carpe et du lapin, quoi. Donc je sais pas ce que ça peut donner, ça peut donner à la fin. En tous les cas. C'est purement électoral, je pense. C'est vraiment purement électoral. Et est-ce que de ce point de vue, ça peut marcher ? C'est-à-dire se répartir les circonscriptions pour maximiser les chances d'être au second tour et peut-être d'avoir une majorité, ou c'est utopique ? Majorité, ça m'étonnerait quand même qu'ils aient une majorité. Ça peut marcher en termes de nombre de postes à la fin. Mais enfin, vous allez avoir la majorité présidentielle où ça m'a l'air compliqué également de se répartir les candidatures. Vous allez avoir éventuellement cette nouvelle union populaire, écologique, sociale, si j'ai bien compris. Vous allez avoir le Rassemblement national, vous allez avoir les Républicains. Ça va pas être évident. On peut aussi avoir des triangulaires à un moment donné avec une situation de ce type. Donc, ça peut leur faire gagner des places. Je rappelle quand même qu'il y a un élément clé dans ces discussions, c'est la situation financière des partis. Les partis qui ont, pardonnez-moi l'expression, morflé aux élections présidentielles, je pense aux Verts et je pense au Parti socialiste, ont besoin de fonds, et les fonds, on les récolte notamment qu'en fonction des résultats législatifs. En ayant des candidats au premier tour, sûr, 1,50 € par voix. Du côté Parti socialiste, votre ancien parti, vous avez été membre du 30 PS. ans. Cette dilution dans l'Union populaire, c'est inévitable compte tenu du rapport de force où les socialistes devraient mieux résister à l'image d'un Hollande, d'une Delga, d'un Patrick Kanner. De mon point de vue, ils devraient résister. Enfin, on peut pas jeter par-dessus bord comme ça ses convictions. La situation est très difficile pour le Parti socialiste, même s'ils ont encore des élus locaux, beaucoup moins de militants qu'avant, mais comme d'autres partis. Mais je crois que si on garde pas le cap, on ne peut que se perdre d'une manière ou d'une autre. Plutôt se replier sur un tissu d'élus locaux et attendre les beaux jours. Et on reconstruit. C'est long à reconstruire, je sais bien, mais plutôt que de se diluer et de se perdre son âme d'une certaine manière. Moi je ne suis plus adhérent du Parti socialiste, mais moi je considère par exemple être un social-démocrate. Je suis pas sûr que la social-démocratie ce soit aujourd'hui l'apanage de Jean-Luc Mélenchon. Ce qui leur fait peur à ces sociodémocrates, c'est qu'un repli territorial, ça se transforme en parti radical. On ne revient jamais au pouvoir national. Oui, ça se fait pas brutalement, c'est évident, mais je pense qu'il y a un avenir, moi, pour un vrai parti social-démocrate qui ne soit pas dilué dans d'autres choses. Ça existe dans d'autres pays également. Ça doit revenir, selon moi. Maintenant, il faut le reconstruire, et donc pour reconstruire, il faut qu'il y ait les gens pour le reconstruire, pas simplement les anciens, mais il faut aussi qu'il y ait des jeunes. Et ça, je pense qu'un parti comme le Parti socialiste est à même de faire ça, même s'il traversera une petite traversée du désert. Et il faut des idées. Jean-Luc Mélenchon, c'est une rupture écologique, c'est une rupture européenne. La social-démocratie moderne, ça serait quoi ? Une rupture républicaine aussi. Ça serait quoi la social-démocratie moderne ? Une social-démocratie moderne, c'est un ancrage européen. Ça, c'est évident. Non négociable. Non négociable. Après, on peut émettre des idées au niveau européen. Je sais pas, par exemple, considérer que les pays qui font partie de la zone euro puissent avancer plus vite que d'autres. Ça fait partie des choses que l'on doit se discuter selon moi. Et aussi une méthode de gouvernement. La social-démocratie doit respecter ses interlocuteurs et co-construire d'une certaine manière, si on est sur les questions sociales, par exemple. Co-construire, ça ne veut pas dire filer la responsabilité à quelqu'un d'autre. C'est bien le gouvernement ou le Parlement qui décide à la fin, mais on travaille étroitement avec ses interlocuteurs, que ce soit les syndicats ou le patronat, par exemple. On co-construit, on tient compte des opinions des autres. Je pense que ce sont par deux exemples qui sont essentiels pour un parti qui se réclame de la social-démocratie. La manifestation, le défilé du 1er mai a été marqué hier par des violences à Paris. Inévitable, tous les grands mouvements sont maintenant noyautés par de l'extrême gauche, ou bien la police et les services d'ordre ont été débordés.
Je ne sais pas, j'ai pas les éléments pour dire que les services d'ordre ont été débordés. Peut-être peut-être qu'on s'est dit, il y aura peut-être pas de problème, c'est les vacances à Paris, il y aura peut-être moins de monde. Peut-être tout ça a pu jouer. Mais en tous les cas, moi je veux pas incriminer les forces de l'ordre, qui font leur boulot. Forces de l'ordre, les pompiers, enfin tous les services publics d'une certaine manière. Maintenant, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation où on attend quand même du monde, le risque c'est d'avoir, alors c'est l'ultra-gauche et les Black Blocs qui viennent perturber la manifestation. Jean-Luc Mélenchon, lui, il a mis en cause les forces de l'ordre. Vous nous avez mal protégés. Oui. Moi, ça me gêne, vous voyez, quelqu'un qui veut être président de la République, qui se présente à la présidentielle, quelqu'un qui dit « je serai bien Premier ministre », et qui ne respecte pas les forces de l'ordre. Quand il y a des problèmes, faut les régler, c'est évident, mais on peut pas jouer à ça. Alors ce défilé, il avait rassemblé du monde. C'est l'effet retraite pouvoir d'achat, les grandes angoisses du moment. C'est peut-être aussi l'effet début de second mandat de Macron. Oui, on sait bien qu'il y a une partie, y compris de l'électorat d'Emmanuel Macron, qui a voté pour pas avoir Marine Le Pen. Je connais beaucoup de gens qui sont dans cette situation, et aussi une colère qui s'exprime ou qui est rentrée. Je rappelle qu'on a eu les Gilets jaunes en 2018, que le président de la République a attiré vers lui plus que de la colère, parfois de la haine. Donc ce tout sauf Macron qui existe d'une manière ou d'une autre. Donc ces gens-là, y compris, qui ont pu voter pour lui au deuxième tour, aujourd'hui, non pas qu'ils s'en veulent, mais aujourd'hui ils ont des comptes à régler d'une certaine manière. Ils veulent compenser par un engagement social. Par un engagement, et puis après il y a un dossier comme celui des retraites, ça met de l'huile sur le feu, c'est évident. Alors, est-ce qu'on peut convaincre les Français de travailler jusqu'à 65 ans, ce qui était la première proposition du président de la République, en échange d'autres choses, des meilleurs salaires, un respect de la pénibilité ? La pénibilité par définition, ou les carrières longues. Mais je crois qu'on pose mal le problème. Si vous regardez uniquement sur la question de l'âge, par exemple. Aujourd'hui, si on change rien, on reste dans la situation actuelle, une personne qui est née en 73, si elle a commencé à travailler, ce qui n'est pas évident pour tout le monde, à 21 ans, 43 ans de cotisation, elle peut pas partir pour avoir une retraite avant 64 ans. Ça, c'est la situation aujourd'hui déjà. Donc il y a la question de l'âge en tant que tel, il y a la question de la durée de cotisation, parce qu'en France, on a moins repoussé l'âge que d'autres, mais on a beaucoup plus augmenté la durée de cotisation. Alors voilà, on peut jouer sur les deux critères. Pourquoi augmenter l'âge et pas baisser la durée à ce moment-là ? Et tout ça doit se discuter en tous les cas. Il doit y avoir un changement de méthode, y compris de la part du pouvoir actuel. Ce changement de méthode, il passe par une grande conférence sociale, comme Laurent Berger l'appelle de ses voeux dans une tribune. Ça peut être une grande conférence sociale, mais vous savez, l'essentiel, c'est la préparation de la conférence. Les conférences sociales... Quand on y arrive, c'est déjà joué, en fait. Voilà, moi j'en ai connu pas mal. Quand on y arrive, c'est que ça a bien été préparé avant, on sait où on va. C'est la conférence en tant que telle, très souvent, ça n'est qu'une scénarisation. Alors, on va revenir sur la méthode, mais pour rester sur la retraite, est-ce que ce n'est pas une erreur d'avoir abandonné la piste de la retraite par points ? C'était un bon système sur le papier. Non, moi je pense que c'est pas une erreur de l'avoir abandonné, parce qu'à la limite, quand vous construisez un système, il y a rien, vous construisez un système. Vous pouvez imaginer de faire un système par points, pourquoi pas. Là, ça veut dire qu'il faut casser tout le système qui est en place. C'est pas aussi simple que ça, y compris techniquement. Après, il y a eu un procès, peut-être justifié d'ailleurs, qui a été fait à l'époque. C'était notamment dans les caisses de retraite qui sont gérées paritairement ou par les professions libérales par exemple, à l'expliquer aux experts comptables, aux médecins, aux avocats, etc. Attendez, vous avez des réserves parce que vous avez bien géré ces caisses, et moi vous les prendre. Parce qu'il y a une volonté derrière ça de l'État de prendre la main d'une manière ou d'une autre. Donc moi, la mutation était impossible. La mutation était impossible, et puis il y aurait eu d'énormes problèmes techniques. Regardez sur le régime des indépendants qui a rejoint le régime général il y a quelques années, il y a encore des problèmes aujourd'hui, y compris techniquement. Il y a des systèmes informatiques qui sont pas compatibles. Non, moi je considère qu'il faut laisser tomber ça. Cette réforme des retraites, c'est pas seulement pour financer les retraites du futur, c'est pour financer le grand âge, la dépendance. Légitime ? Non, si on fait une réforme des retraites et si on considère qu'elle est nécessaire, c'est ce qu'on appelle les systèmes contributifs. Ça veut dire que vous payez des cotisations les uns et les autres, etc. Et ça doit rester dans le secteur de la retraite. On ne doit pas faire les vases communicants. 65 ans, d'après ce que j'ai compris, ça fait pour économiser 16 milliards d'euros à l'horizon 2027-2028. Si c'est pour utiliser ces 16 milliards pour régler le problème de la dépendance, non, on prend pas. C'est sapeur camembert, quoi, si vous voulez. Il faut régler le problème de la dépendance, c'est
est évident. C'est d'ailleurs pourquoi ce serait un problème de retraite, même s'il y a plus de gens âgés dépendants. C'est d'abord un problème de maladie. Donc on regarde, il faut financer, mais c'est pas comme ça qu'on doit le financer. Vous parliez de nouvelles méthodes. Pour la nouvelle méthode, il faut un nouveau Premier ministre ou une Première ministre. Les rumeurs circulent, rien ne se décide. Quel profil souhaitez-vous ? Moi, c'est bien, je pense que, connaissant un peu le président de la République, que le profil sera pas quelqu'un qui lui fera de l'ombre. Je peux me tromper. Donc, un collaborateur, un exécutant. Oui, mais ça peut être un bon exécutant. Je considère que Castex a été un bon exécutant. Il n'a pas fait d'ombre au Premier ministre et il a fait le job, Jean Castex. Alors, je ne sais pas qui il prendra comme Premier ministre, mais en tous les cas, quelqu'un qui connaît la mécanique et quelqu'un qui est très attaché au respect de ses interlocuteurs, que ce soit les syndicats, le patronat, les collectivités territoriales. Il faut remettre du liant dans notre société, tout le monde le dit, elle est fracturée, les gens ont le sentiment de ne pas être entendus, donc il faut quelqu'un qui a l'habitude de ça. Un dernier mot, avec la croissance à 0%, avec l'inflation à 4,8%, la stagflation, est-ce que finalement le chômage ne va pas immanquablement repartir à la hausse ? C'est possible malheureusement, puisqu'on risque d'entrer en stagflation, ça veut dire croissance zéro, voire une récession et de l'inflation en France comme ailleurs, que les taux d'intérêt vont vraisemblablement remonter, donc effectivement les problèmes de la Chine, etc. On peut malheureusement avoir une remontée du chômage. Jean-Claude Mailly, merci. Bonne journée. Merci beaucoup Christophe Barbier. Demain, votre invité sera Julien Aubert, député LR du Vaucluse. Et non des Alpes-Maritimes. Comment ? Voilà, absolument, vous avez bien raison de le préciser. Merci beaucoup Christophe.